Layers, le podcast des gens qui créent. Bonjour tout le monde, c'est Flo et je suis ravi de vous accueillir pour l'épisode 1 de Layers. Je suis pas encore totalement convaincu par la baseline, peut-être qu'elle va changer, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des retours, le podcast des gens qui créent, j'avais pensé aussi au le podcast qui va dans la tête des gens qui créent, mais c'est un peu long. Bref, si vous avez des retours, je veux bien, je suis assez preneur. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Je suis officiellement dans le YouTube Game et les premiers abonnements, les premiers commentaires sont une source de joie intarissable pour moi. Les messages d'encouragement que j'ai eus me sont parvenus droit au cœur et merci infiniment. Layers, c'est aussi votre projet et il s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels aguerris. Et j'espère de tout cœur que les épisodes qui suivront seront une source d'échange pour nous. En tout cas, l'accueil a été tellement positif pour le lancement que je compte bien mettre les bouchées doubles, mais bref. Venons-en à mon invité du jour, qui est un véritable couteau suisse créatif, Laurent Siffer. Discuter avec Laurent, c'est être enveloppé par sa bonhomie naturelle comme une grande couverture. Il dégage une énergie contagieuse qui rend chaque conversation sur l'art et la culture à la fois passionnante et très difficile à quitter. Game designer, auteur, illustrateur et enseignant, son talent s'exprime dans une multitude de disciplines. Vous avez peut-être même déjà découvert son univers graphique à travers ses bandes dessinées, parues dans les numéros de Métal Hurlant. La première fois que j'ai rencontré Laurent, il y a un petit paquet d'années maintenant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est son enthousiasme débordant. Je garde en mémoire un moment assez particulier où, entre deux portes, Laurent m'a montré, sur son iPad, avec une excitation à peine voilée, le prototype d'un jeu vidéo issu de son studio, tout en tenant un gobelet rempli de café entre les dents pour ne pas le faire tomber. Avec Laurent, on sait toujours que la conversation sera riche, inspirante et que ce sera un véritable échange. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous dire combien votre soutien est précieux pour faire grandir Layers. Le podcast va progressivement se déployer sur toutes les plateformes d'écoute et pour aider à dompter les mystères des algorithmes, chaque geste compte. Un petit commentaire sympa, un petit like et pourquoi pas un abonnement à la chaîne YouTube. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Allez, vous êtes prêts ? On y va. C'est parti pour ma discussion avec Laurent Siffer. Bonjour Laurent. Bonjour Flo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour Layers. Alors avant toute chose, comment tu vas ? Ça va bien et en plus je suis hyper content d'être avec toi. Donc voilà, bon. Tout pour le mieux. Ok, c'est parfait. Je te propose qu'on rentre très vite dans le vif du sujet et je vais te poser la première question. Mon cher Laurent, pourquoi tu n'as pas choisi de faire un vrai métier ? Bon, alors en fait, il y a déjà une réponse dans cette question. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un vrai métier, ce que je fais. C'est un vrai métier parce que ça demande d'abord un savoir-faire. Et après, évidemment, on rentre dans un champ qui est plus introspectif parce qu'on est dans un champ créatif. Mais en réalité, c'est un métier qui s'apprend. Et alors j'ai plusieurs métiers, j'en ai pas qu'un, oui. Mais bon, on en parlera un peu plus tard. Mais ce sont des métiers. J'ai choisi ça parce que je veux donner aussi du sens à l'existence, tout simplement. Nos vies sont je trouve que des fois il y a une forme d'absurdité dans l'existence et faire quelque chose qui a du sens, essayer de faire rêver les gens, essayer de partager un point de vue sur le monde. Moi j'aime bien tout ce qui est récit, univers, poétique. Le fait de me dire que je peux partager ce point de vue sur mon monde intérieur, échanger avec les autres, le partager avec les autres et faire du bien, ou peut-être même inspirer des gens, ça donne du sens à mon existence et ça me permet d'être en connexion avec les choses sensibles de la vie. Voilà. C'est une très belle réponse. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer un peu les différents champs d'activité sur lesquels tu interviens ? Ouais, alors en fait, la bande dessinée, c'est le champ dans lequel j'ai toujours voulu travailler. Alors je dis souvent, je suis un autodidacte forcé. Alors pourquoi ? Parce que j'étais pas bon à l'école, j'ai pas réussi à rentrer dans les bonnes écoles d'art. Il y a pas mal de gens qui qui ont voulu décider à ma place de ce que ça pourrait être mon existence. Et il se trouve que je sais pas pourquoi, j'ai une force de caractère qui a fait que j'ai décidé d'aller vers la bande dessinée. Alors, ça s'est pas passé dans l'ordre que
que j'aurais aimé. J'ai commencé d'abord par le jeu vidéo. J'ai commencé ma carrière chez Ubisoft et ensuite je suis allé vers la bande dessinée. Et je suis retourné ensuite vers le jeu vidéo quelques années après, le jeu vidéo indépendant, en créant mon studio, Yamedoc Studio, que j'ai confondé avec mon pote, mon ami Thierry Marie. Et à côté de ça, on dirige ensemble aussi une école de bande dessinée que lui a fondée. Et donc voilà principalement mes activités. Je travaille aussi pour le magazine Métal Hurlant. J'ai fait 7 histoires maintenant pour eux. Et je prépare aussi un album pour 6 pieds sous terre. Donc j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais voilà pour la petite présentation. Enfin, j'ai peut-être été un peu long, mais voilà pour la présentation. Non, pas du tout. Mais en fait, justement, je crois qu'on pourrait t'écouter pendant encore de très longues minutes, tellement ton parcours il est nuancé et que tu as tellement de cordes à ton arc. Le principe du podcast, c'est d'expliquer un peu quelle est ta relation à la créativité. Et je vais commencer très fort avec une question un peu complexe, mais que j'aime bien poser. Est-ce que tu penses que le génie créatif existe, ou bien est-ce que tout est une question de travail ? Alors, évidemment, on a tous au départ un talent, je pense, un petit talent. Il faut savoir trouver le bon, par contre. Et après, je pense que c'est beaucoup de travail. Mais alors, cette question, c'est étonnant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors, je me suis noté dans le carnet croquis parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Mais je lisais un article il n'y a pas longtemps et une citation de Charles Baudelaire que je trouvais qui résume bien ça, c'est le génie n'est que l'enfance retrouvée. Et j'adore cette phrase parce que en fait, quand on est enfant, tout est nouveau, tout est spectaculaire, tout est extrêmement puissant. Et on n'a aucune forme de retenue pour interagir avec tout ça. Et finalement, chez des génies comme Picasso, par exemple, ou on pourrait citer plein d'artistes, hein, je pense qu'il y a cette impression qu'ils étaient en capacité de manipuler les choses du monde, les choses qui les entourent, avec le même point de vue qu'un enfant, c'est-à-dire sans retenue, sans idéologie, sans culture, sans morale, sans rien. Pour produire en fait des choses tout à fait nouvelles, audacieuses, en contraste. Maintenant, le génie, la quête de l'absolu, c'est une quête un peu vaine, je pense. Si déjà on arrive à être en accord avec soi-même et comment dire, être en capacité de raconter, de montrer, de créer des choses qui sont en lien avec soi-même et avec le monde, je pense que c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Ça tombe pas tout cuit dans les mains. Ça demande beaucoup d'investissement personnel, d'implication. Le travail artistique, il est conditionné par ça. Et on est dans une sorte comment dire, alors en jeu vidéo on parle d'itération, j'ai envie de dire que nous par exemple, tu vois, dans l'école de bande dessinée qu'on a, on parle de justement comment dire, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est il faut pas hésiter d'avoir peur de l'échec, parce que on apprend plus de ces échecs que de ces réussites, et souvent les maladresses, les fragilités qu'on peut avoir dans la pratique de son art, c'est souvent ça qui va ressortir comme la qualité qui nous distinguera des autres créateurs. Voilà. Ce que tu me dis, ça me rappelle une artiste peintre avec qui j'ai travaillé il y a 10-15 ans. Et à un moment donné, elle était en train de peindre et elle me disait « ça commence à ressembler à n'importe quoi, donc c'est bien ». Ce qu'elle peignait. Et c'est ce genre de phrases qui, moi, à chaque fois me disent... moi, je me questionne à chaque fois sur... est-ce que, quand on crée, on attend quelque chose qui soit socialement admissible, d'un point de vue de la norme, parce qu'on a tous des yeux très habitués à une forme de culture populaire. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de s'affranchir de ces carcans-là. Bien sûr. En fait, j'ai déjà eu l'occasion aussi de voir des
voilà, des dessins que je trouvais hyper sensibles. Mais la personne qui avait produit cette image-là, bah, pour elle, ça, c'était mal dessiné. D'une certaine manière, c'était de refuser sa sensibilité. Voilà. Après, aujourd'hui, on est dans un monde très marketé. Moi, je trouve que les générations qui arrivent, en fait, elles subissent le marketing d'une manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que les générations d'avant. Et bon, je ne vais pas passer pour un vieux con, mais je trouve que c'est une réalité. Maintenant, évidemment, moi je pense que la pratique régulière et le fait de s'interroger soi-même, d'être dans l'introspection vraiment, permet d'une certaine manière, trouver une voie personnelle. Et évidemment, ça passe aussi par le champ culturel, c'est-à-dire voir ce qui s'est passé avant. Moi, je dis souvent à mes étudiants que c'est pas une génération spontanée. Il y a une histoire de l'art et il faut aller piocher un peu partout. Parce que c'est une nourriture pour l'imaginaire, parce que c'est aussi un moyen, en fait, de se découvrir soi-même à travers les œuvres des autres, de questionner aussi sa sensibilité et de se positionner, tout simplement. En tout cas, moi, depuis des années, j'ai une culture qui est très mitée. J'adore la peinture, la photographie, la vidéo, l'art conceptuel, le cinéma. Enfin, j'essaie de m'intéresser un peu à tout. On parlait de la littérature tout à l'heure, tu vois. En ce moment, je lis du Stefan Zweig. Pourquoi ? Parce que on est dans des récits qui sont très introspectifs. C'est des huis clos psychologiques très puissants. Mais en fait, ça va nourrir peut-être de futures histoires que je ferai pour Métal Hurlant ou pour un livre à venir. Donc, j'ai envie de dire, oui, il y a une forme dans le travail artistique, il y a évidemment un savoir-faire, mais après, il y a aussi culturellement, il faut arriver à identifier des choses qui vont pouvoir nourrir aussi ce qu'on souhaite raconter, ou ce qu'on aime, enfin en tout cas la manière dont on souhaiterait le raconter, quoi. Donc ça implique de se nourrir d'énormément de références et de mettre une forme d'ego de côté, parce que je connais pas mal de gens. En fait, j'ai toujours moi cet exemple qui a un peu pourri mon adolescence et un peu pourri ma vie de jeune adulte. C'est le film qui est génial au passage, Amadeus. Oui, ouais, un biopic super. Qui apparemment n'est pas, voilà, qui est très bien, mais moi apparemment ça s'est pas totalement passé comme ça dans les faits, où en fait t'as vraiment une lutte entre Salieri et qui est jaloux fou du talent inné de Mozart. On a l'impression que dedans que Mozart a été touché par la grâce divine. Il y a une scène incroyable où il y a le roi qui arrive et il corrige en direct live la partition de Salieri. Cette scène est géniale. Oui. Plus le rire du comédien est mythique. Et en fait, cette confrontation des deux pôles, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour être un musicien moyen et qui est en fait sans arrêt recadré par un espèce de fou furieux, de fou furieux créatif. Et en fait, moi, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est pas tout à fait le cas en fait, qu'il y a quand même une part, c'est aussi le principe du podcast, c'est qu'on peut débattre là-dessus. C'est que moi en fait je me rends de plus en plus compte que la créativité elle est limitée à ton origine sociale, ton origine culturelle. La première question, c'est pourquoi je m'engage dans un champ artistique. Alors j'ai donné un bout de la réponse tout à l'heure, mais après, de façon plus générale, je pense que d'abord, il y a un besoin inné de le faire, qui peut s'inscrire dans une forme de thérapie, en réalité. Un écrivain, souvent les écrivains la plupart des artistes produisent des choses qui sont en lien avec leurs origines sociales, leur vie, leur interaction avec les choses de la vie, tout simplement. Et effectivement, les champs sont extrêmement larges. Ça peut aller de la santé en passant par quelqu'un qui est dans un pays en guerre, etc. On dit souvent que les Américains ont des super artistes parce que c'est une société extrêmement violente. Quand tu prends l'Angleterre, quand Laos qui est arrivé, c'était sous Thatcher et c'était horrible.
je veux dire, les populations ouvrières étaient complètement pressurisées, mais il y a des formes artistiques qui sont sorties en fait de ce truc-là. Donc c'est très paradoxal en réalité. Donc moi, le premier champ pour moi en fait, c'est j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai une situation dans laquelle je suis, et ça peut aller de la bourgeoisie jusque, j'ai envie de dire, jusque dans des milieux ouvriers ou dans des milieux sociaux très défavorisés, mais je suis dans une situation où je vais devoir créer quelque chose pour m'en sortir, pour survivre, voilà, ça peut être pour dénoncer, ça peut être pour plein de choses. Après, le fait d'être un génie ou de chercher à devenir en fait quelqu'un d'exceptionnel et d'incontournable dans son champ artistique, pour moi c'est peut-être ce qu'il y a de pire chez l'artiste. Et ça me fait penser en fait à Gogol, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Portrait, et qui parle d'un jeune peintre qui vit dans une misère absolue, et qui un jour décide d'acheter un tableau chez un marchand pour rien du tout. C'est un tableau qui traîne par terre, qui paye quasiment rien. Et la nuit, il fait un rêve, il voit le personnage qui est peint sur le tableau sortir de ce tableau et avoir 2 tubes dans les avant-bras. Et il se trouve que dans ce tableau-là, suite à ce rêve, en fait, dans le tableau, il y a des pièces d'or qui sont cachées. Et cet artiste, peintre, qui vivait dans une certaine misère, alors, il y a le mythe de l'artiste miséreux, avec Vincent Van Gogh, etc. Cet artiste qui vit dans une certaine misère se retrouve du coup avec des moyens considérables. Et à ce moment-là, en fait, il y a un vacillement dans son objectif artistique. C'est celui d'être reconnu, d'être connu. Et donc, il achète des articles de presse pour que on dise que c'est un formidable artiste, et toute la société bourgeoise vient se faire tirer le portrait chez ce mec-là, chez ce peintre-là. Et il devient immensément riche, au point qu'il devient effectivement incontournable, et qu'il prenne les rênes, en fait, de l'école d'art de cette ville. Et là, il s'est passé des années, et il voit les tableaux de jeunes artistes en devenir, et il décide de les acheter parce qu'il les trouve magnifiques. Mais en fait, lui a perdu en fait cette sensibilité, a perdu cette flamme en fait, cette rage, cette faim de vouloir en fait produire une œuvre, de s'exprimer, voilà. Et de rage, en fait, il brûle les tableaux parce que en fait, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Et j'ai envie de dire que, alors évidemment, là, on est dans un récit, on est dans quelque chose qui est aussi un peu fictionnel, mais il y a une réalité en fait qui sous-tend à ça, et tu le disais très bien, c'est l'ego. Et l'ego, c'est peut-être... alors, c'est terrible parce qu'on en a besoin, parce qu'on est en introspection, justement, on est tourné vers soi-même, on est toujours en train de se sonder, ah tiens, mais comment je vois ça, comment je pourrais exprimer ça, comment je pourrais... préciser cette idée, comment je pourrais l'amener d'une façon audacieuse pour créer de l'émotion chez celui ou celle qui va le recevoir. Donc ça fait partie d'une certaine construction dans la fabrication d'une œuvre d'art ou d'une création. Et en même temps, le fait d'être tourné tout le temps vers soi-même, évidemment... fait que beaucoup d'artistes sont très autocentrés et ne sont tournés que vers eux-mêmes, et évidemment ça fait pas toujours des gens très intéressants ou très sympathiques d'ailleurs. Oui, ou très sympathiques, ou des gens très intéressants à fréquenter. Alors j'ai des copains dessinateurs de BD, j'ai des copains qui font du jeu vidéo, des créateurs de jeux vidéo, j'ai des copains aussi qui sont peintres, mais c'est des gens avec qui je suis ami parce que je trouve que... alors il y en a certains qui sont très autocentrés, mais je trouve que c'est quand même des gens qui sont en capacité de créer un échange avec les autres et de partager leurs expériences. Mais voilà, en fait, en tout cas...
par rapport à ce que tu soulignais tout à l'heure. Voilà à peu près ce que je pense sur la question. Et aujourd'hui, si tu veux, moi, je distingue deux choses dans mon travail. La première, c'est il y a un champ qui est professionnel, qui me permet de vivre aussi mon travail. Et il y en a un deuxième qui est complètement gratuit et qui n'est motivé que par le plaisir de dessiner, que par le plaisir. Je veux dire, il n'y a aucune envie de briller ou d'exposer ou de montrer. Je le fais parce que ça me fait du bien, mais que ça nourrit aussi mon travail ensuite professionnel, professionnel d'auteur ou de créateur de jeux vidéo. De ce que tu vas montrer, de ce que tu vas présenter. Oui, ouais, voilà. Mais j'essaie de m'octroyer en fait une parenthèse. J'essaie de segmenter en fait le travail. Celui qui est lié à des contingences, à des contraintes de temps, d'argent, et celui qui est libre de tout. Et je pense que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Enfin, si, peut-être celui qui est libre de tout peut exister tout seul, mais le fait d'avoir un savoir-faire, c'est ce qui fait aussi de moi un professionnel, mais ce qui fait de moi un artiste, c'est ce que je produis personnellement et qui est libre de tout, qui n'est soumis à aucune forme de contingence matérielle, financière, de personne, de temps. Et c'est une sorte de jardin secret, mais qui va nourrir plein de projets. Voilà comment moi j'organise les choses. C'est très intéressant, voilà. C'est des fondations en fait. C'est un peu un espace exutoire qui ne regarde que toi, dans lequel tu as vraiment une... C'est ça, je pense que c'est ce qui permet aussi de pas rester sur ses acquis, et c'est un peu comme au poker, on met tout au milieu de la table, all-in, voilà, et on retente quelque chose en prenant évidemment le risque de se péter la gueule. Moi j'aurais aimé envisager le travail que je fais avec une carrière planifiée, mais je n'y arrive pas en fait. C'est assez chaotique en réalité. Ça se structure avec le temps parce que j'ai pris de l'âge, j'ai jamais réussi à me fixer sur un truc, le faire grandir, etc. Je me fixe sur un truc. J'arrive à sortir un livre, à faire une BD chez un grand éditeur. J'arrive à faire un jeu chez un grand éditeur. Après, je vais refaire du jeu indépendant. Je vais faire de l'enseignement. Je vais faire des conférences. Je vais faire des dessins abstraits. Je vais refaire de la bande dessinée, mais pour un magazine. Finalement, je vais faire ensuite de nouveau un bouquin. Et tout ça est assez chaotique en réalité. Mais je suis obligé de le prendre tel quel parce que c'est moi. Voilà. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, moi, dans mon parcours, c'est un peu pareil. Enfin, moi, il y a 15 ans, là, je me suis dit, ouais, quand j'aurai 35 ans, j'aurai déjà fait un long métrage. Non, pas du tout. En fait, on maîtrise pas. Oui. Par contre, ce que tu viens de me dire a éveillé une autre question en moi. Moi, j'avais un prof à l'IUT, un prof d'art, qui nous expliquait, il nous avait dit cette phrase, et j'ai vraiment l'impression qu'il nous a jeté un mauvais sort quand il nous a dit ça. Il nous a dit, vraiment il s'adressait à des jeunes qui avaient entre 18 et 20 piges, et il disait, si vous êtes des génies, dépêchez-vous de l'exprimer, parce que les génies, ça s'exprime très tôt. Le génie s'exprime très tôt. Après 50 ans, il n'y a plus de génie. Après 30 ans, il n'y a plus de génie. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que moi, plus le temps passe, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais je pense que c'est une grosse connerie. Il y a des grands peintres qui se sont révélés beaucoup plus tard. C'est une grosse connerie. Toutes les écoles ont des chapelles avec des croyances et des idéologies aussi. Et évidemment... chacun tire une certaine vérité à soi. Bon, moi je n'y crois pas. J'y crois pas. Il y a des grands livres qui ont été écrits très tard. Il y a des grandes œuvres qui ont été faites. Les dernières toiles de Picasso, par exemple, les toiles que Picasso a fait à 80 ans, elles sont formidables et elles n'ont rien à envier aux œuvres qu'il a fait avant. Voilà. Bon, là j'ai pas d'exemple concret qui m'a en tête, mais je crois que le plus important dans cette histoire-là, c'est d'avoir une certaine sincérité et évidemment, toujours d'une certaine manière essayer de se faire confiance. Le problème, c'est les autres. Souvent.
Moi, dans mon parcours, j'ai des gens qui se sont employés à me savonner la planche, comme on dit. J'ai un prof de dessin qui a décidé de ne pas envoyer mon dossier pour que je puisse rentrer en seconde art plat à Fustel de Coulanges à Strasbourg. Il ne l'a pas envoyé, sans me le dire. Et il m'a mis devant le fait accompli plusieurs semaines après quand j'avais pas de réponse. J'ai quelqu'un qui a fait ça. Ça a été incroyablement difficile pour moi de m'en remettre. Mais quand je m'en suis remis, je me suis dit, bon, j'ai une certaine force de caractère qui me permet en fait d'encaisser les coups. Autour de moi, il y a plein de gens qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Ou que je voyais trop grand. Ou que c'était comment j'allais faire pour en vivre. Mais en fait, tous ces gens-là, j'ai envie de dire à ceux qui vont écouter ce podcast et qui sont en devenir, je veux dire, n'écoutez que vos propres désirs. C'est vous qui êtes maître à bord. C'est de vous que dépend, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, votre destin. Alors, évidemment, il faut aussi avoir un peu de chance, évidemment, mais la chance, ça se provoque, et je pense qu'il faut être en capacité de bien s'entourer, toujours. Et souvent, quand on est jeune, on s'entoure pas forcément bien. Moi, je sais que j'avais des amitiés toxiques autour de moi qui m'ont clairement desservi. Alors, on l'identifie un peu plus tard. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme, qui est une femme qui m'a soutenu, mais qui m'a aussi donné un certain sens des réalités sur la création. Et qui me ramène sur Terre de temps en temps aussi. Mais j'ai envie de dire que voilà, l'entourage est extrêmement important. Et après, j'ai envie de dire, il faut croire à sa bonne étoile, il faut travailler pour, et il faut être aussi en capacité de se remettre évidemment en question, parce que le doute fait partie en fait de la construction de l'artiste. Le doute permet en fait de chercher d'autres voies, qui permettront d'avoir un point de vue beaucoup plus éclairé, beaucoup plus large quant à la pertinence de son travail. Quand j'écris une histoire, ou quand je la mets en page de bande dessinée, j'ai plusieurs stratégies pour raconter, pour amener le lecteur dans mon récit. Ces différentes possibilités me permettent à la fois de me positionner sur ce qui me semble être le plus proche de ma sensibilité, et en même temps me permettent de me dire, avec cette approche-là, je vais accrocher tout de suite mon lecteur ou ma lectrice. Et donc voilà, enfin, pour répondre à cette question-là, s'écouter soi-même, bien s'entourer, chercher toujours plusieurs options, avoir de la curiosité, travailler. Tous les gens qui sont toxiques autour de vous, tous les gens qui vous disent tu n'y arriveras pas, c'est ci, c'est ça, il faut les mettre de côté. C'est pas la peine, c'est des gens qui vont vous faire perdre votre temps. Et les gens qui essaient de vous nuire, évidemment, là, il faut encore prendre plus de distance. Ouais. Bon, je me suis un petit peu égaré. Non, mais voilà, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, alors après, moi je rebondis juste sur quelque chose, et moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Les gens qui nous sont nuisibles ne le font pas volontairement. Oui, c'est souvent les gens toxiques qui disent pas tiens, ce matin je vais aller faire chier Laurent ou je vais aller faire chier Florian. C'est que malgré eux, ils se rendent pas compte qu'ils peuvent desservir en fait la personne qui sont face à nous. Donc il y a aussi ce truc là. En fait, je dis ça parce que ça permet de comprendre les situations toxiques, parce que souvent on se rend pas compte. On a l'impression que les gens sont foncièrement malveillants, mais non, parfois c'est juste le tempérament de la personne qui fait que c'est incompatible avec ta trajectoire. C'est ça. Il y a aussi une sorte oui, il y a une croyance, mais je veux dire, le monde de l'art, en fait, il est jonché de récits dramatiques. Quand on voit Gauguin, quand on voit Van Gogh, enfin, je veux dire, on a des peintres qui sont très connus du grand public. Je veux dire, bon, voilà, l'histoire. Moi, quand on me parlait de ces peintres-là, ça me terrifiait quand j'étais petit. J'avais pas envie de me couper une oreille, être fou, mourir dans d'affreuses souffrances, me suicider. Il n'y a rien de sexy là-dedans. Voilà. Mais en fait, on a créé une mythologie, un mythe autour de l'artiste qui est
qui a une vie de galère, quoi. Et c'est faux. Je veux dire, ça peut être autre chose aussi. Alors évidemment, c'est à des époques où les gens vivaient moins longtemps, où il n'y avait pas de solution médicale lorsqu'on n'allait pas bien. Il n'y avait pas encore tout ce dont on dispose aujourd'hui pour essayer de remonter la pente quand ça n'allait pas. Moi, je pense qu'à cette époque-là, j'aurais bu de l'absinthe, j'aurais fumé de l'opium et je serais mort fou, peut-être. Hein. Quand on regarde les maladies Maupassant, je veux dire, entre son premier temps littéraire et le deuxième, il était fou. Il avait je sais plus ce qu'il avait comme maladie. Je sais plus si c'était la syphilis, mais c'est un homme qui est devenu fou à cause de sa maladie. Ça a eu un impact sur sa... Ça a eu un impact d'ailleurs sur son travail artistique. Moi, je préfère plus le Horla de Maupassant ou les contes de la Bécasse que le Horla les premiers écrits qu'il a fait, que je n'ai pas trop lu d'ailleurs. D'ailleurs, là récemment, j'apprenais que Monet avait été mal opéré de la cataracte. Et qu'en fait, il voyait les ultraviolets et que ça avait eu une incidence en fait sur sa peinture. Donc, il y a quelque chose d'intéressant parce que, évidemment, ça contredit un peu ce que j'étais en train de dire, mais en même temps, ça rejoint ce que je disais un peu plus en amont tout à l'heure, c'est que on travaille sur des faiblesses, des failles quand on fait de la création. On travaille sur nos faiblesses et on essaie d'en faire des forces en réalité. Simplement, le problème, c'est que aux yeux du grand public, lorsqu'on traverse l'histoire de l'art, on lit des histoires sordides. Et j'imagine des parents qui ont un enfant qui dit « je vais devenir peintre ». Quand on a ce narratif en tête, on se dit « mais non ». Je veux pas que tu aies ça pour ta vie, c'est horrible. Tu vas souffrir, tu vas galérer, tu vas pas y arriver, et sûrement tes toiles se vendront des millions quand tu seras mort. Alors effectivement, ça c'est un truc qu'il faut arriver à changer. Aujourd'hui, il y a des artistes qui s'en sortent très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a beaucoup d'auteurs, de peintres, de metteurs en scène. Des gens qui s'en sortent très bien. Alors oui, il y en a beaucoup qui galèrent, c'est vrai, faut pas se cacher. C'est des métiers très difficiles. Il y a une forme de violence aussi dans ces métiers. Il y a une grande violence. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on vous dit non, on ne dit pas non simplement à un travail qui a été produit, on dit non aussi à une personne. À une personne qui a mis des choses personnelles sur la table. Et ça c'est compliqué à gérer. Alors il y a des trucs pour arriver à contrer en fait ce genre de choses. Moi j'ai mis du temps à le comprendre, mais par exemple en bande dessinée, c'est bien d'avoir plusieurs projets. Parce que quand il y en a un qui est refusé et qu'on en a deux derrière ou trois, on peut se remobiliser mentalement. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le monde de l'art a tellement évolué. Aujourd'hui, on est dans des approches qui sont... En fait, moi, je vois les nouvelles générations. Je me reconnais un peu dedans parce que aujourd'hui, je pense que des artistes peuvent très bien faire du jeu vidéo, de l'art conceptuel et écrire des romans, par exemple. Je veux dire, aujourd'hui, on peut s'inscrire dans plusieurs disciplines et du coup, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir des options, des possibilités... plus large en fait pour arriver à s'en sortir. Et après on est aussi dans un pays où l'art est très institutionnalisé et où il y a de l'argent. Moi par exemple je bénéficie de bourses pour mon prochain livre, le CNL, j'ai bénéficié d'une bourse. J'en ai une de la région, j'ai eu plusieurs fois la bourse du Centre national du cinéma pour le jeu vidéo. Donc CNC. CNC, du ouais, CNC, ouais. Et c'est, il y a des leviers. On a à Strasbourg, maintenant j'ai oublié le CEAC, qui a des bourses en fait pour des jeunes artistes. Je crois que c'est des bourses de 20 000 €. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour le faire. Simplement, est-ce que les écoles d'art
dans leur enseignement, préparent aussi les artistes et les créateurs, voilà. justement. Justement, parce que je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue. C'est vrai que en France, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, on a du mal à, d'une part, accepter et à associer l'idée qu'il faut être entrepreneur, quand même. Oui. Tu dois quand même avoir chercher des sous, chercher des financements, mais tout en préservant justement tes qualités et ce qui fait que tu es un auteur, ce qui te constitue en tant qu'auteur ou autrice. Et c'est vrai que j'ai le sentiment enfin moi en tout cas, j'ai pas été préparé à ça du tout. Enfin, vraiment, ça a été la galère, ça a été une désillusion totale. Mes premières demandes d'aide à l'écriture, les premiers refus, mais alors c'était, tu peux imaginer ce que c'était, mais c'était la fin du monde pour moi. C'était j'y arriverai jamais, je ne suis qu'une merde. Enfin voilà, ce genre de trucs. Oui, je suis incompris, gna gna, les trucs. Alors moi, comme toi, je l'ai appris. Je l'ai appris au fur et à mesure, mais alors c'est étonnant parce que tu vois, on parlait de la peinture tout à l'heure, et ben Rembrandt, c'était un super homme d'affaires. C'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, qui vendait en fait des tableaux, des gravures, qui vendait ses œuvres, et il en faisait commerce. C'était un homme d'affaires aussi, et c'est quelque chose qu'on peut sans problème. Alors aujourd'hui peut-être encore plus. Quand tu regardes la scène artistique actuelle, il y a des gens, d'ailleurs des fois il y en a, on se demande s'ils ne sont pas plus des hommes d'affaires que des... Mais la réalité, c'est que effectivement, artiste ne veut pas dire... miséreux. Voilà, je veux dire quelqu'un qui ne comprend rien au monde des affaires. En bande dessinée, Peyo était un très grand homme d'affaires. Voilà, l'inventeur des Schtroumpfs, c'était peut-être un des plus grands businessmen de la bande dessinée dans les années 60-70 quoi. Et c'est le gars, il a quand même réussi à exporter les Schtroumpfs partout dans le monde quasiment quoi. Donc c'est un exemple qui est complètement non mais c'est vrai, on les mange de Gogol, de Rembrandt, mais on et les mange même les Schtroumpfs, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est génial, c'est quoi. Mais voilà, faut pas être dans une forme d'élitisme. Il y a des bons exemples à prendre absolument. Mais moi même dans un logo, dans un packaging de barres chocolatées, il y a toujours moi c'est ça qui est génial. Voilà, je recommande d'ailleurs à ceux qui écouteraient ce podcast le Schtroumpfissime. Super histoire, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. On n'est pas forcément on est candide quand on n'a pas quand on s'est pas instruit, quand on n'a pas cherché. Aujourd'hui plus qu'avant, on a des moyens d'être informé sur les bons plans pour trouver des moyens de financer ces projets. Après, je sais aussi que ça demande un engagement qui est très important, surtout mentalement, parce que c'est vrai que souvent les dossiers à remplir sont très austères. Moi, je sais que pour le Centre national du cinéma, même s'ils font de mieux en mieux les choses, ça reste quand même beaucoup de documents à produire. C'est très lourd. Voilà. C'est très lourd. Mais tu vois, par exemple, le jeu que je suis en train de faire actuellement, Cosmic Holidays, une partie du financement, j'ai réussi à l'avoir avec ce qu'on appelle de l'apport industriel. L'apport industriel, c'est le travail que j'ai produit sur mon temps libre. Les week-ends, les soirées où j'ai fait des dessins, des concepts pour ce jeu, où j'ai fabriqué des sprites, j'ai fabriqué aussi où tu as fabriqué des sprites. En fait, en fait, les sprites, ce sont des petits blocs d'images c'est comme dans un jeu vidéo, c'est comme des Lego. Avec lesquels on va pouvoir fabriquer en fait les décors. On va pouvoir fabriquer. Il y a des sprites pour des personnages et des sprites pour des décors. Et j'ai plein de sprites, par exemple, de roches pour faire des environnements rocheux. Parce que dans mon jeu, j'ai des environnements rocheux. Mon expert comptable, je lui ai dit le volume que représentait ce travail, et basé sur le tarif horaire standard, on va dire, d'un freelance en illustration, il a estimé que ça valait 40 000 €. Ces 40 000 €, j'ai réussi aussi à les récupérer derrière ensuite en subvention. Et ça m'a permis de créer des emplois. Parce que dans un jeu vidéo, je ne peux pas tout faire. Mais c'est juste pour donner un exemple
des leviers, des mécaniques qui existent. Par exemple, tu vois, j'ai loupé un truc, c'est l'aide à l'écriture. Quand j'ai écrit ce jeu-là, j'aurais pu avoir, je crois, c'est 10 000 euros pour écrire en fait l'histoire du jeu, enfin tout ce qui. Je sais que le court-métrage c'est 3 000 euros, le long-métrage ça doit être 5 ou 8 000, je ne sais plus. Ah d'accord, ok. En tout cas en cinéma. Ouais. Alors je me trompe peut-être sur le jeu vidéo, mais en tout cas, je sais que voilà, pour des jeux qui seraient très narratifs, voilà, il y a des enveloppes qui sont intéressantes et qui permettent aux artistes, aux créatifs, aux auteurs de dégager du temps pour se concentrer sur l'essentiel. Oui. Voilà. Puis c'est intéressant parce que ça permet vraiment une espèce de certification sur le travail qui a déjà été, sur la valeur commerciale du travail qui a déjà été accompli. Alors ça, c'est super que tu dises ça parce que, enfin, tu vois, quand j'ai la bande dessinée que je suis en train de faire pour Six Pieds Sous Terre, je dis le nom parce que voilà, ça s'appelle Somniamundo. Et avant de l'envoyer à l'éditeur, je l'ai envoyé au Centre national du livre. Parce que j'avais besoin de voir si ce travail pouvait déjà, dans un premier temps, être crédité par un jury, enfin, je ne sais pas si c'est un jury, enfin voilà, en tout cas par des acteurs qui travaillent dans le livre. Donc il y avait des libraires, il y avait des écrivains, il y avait des autrices, des auteurs voilà, reconnus. Et quand ça a été accepté, ça m'a donné ça m'a donné un crédit qui m'a mis en confiance pour ensuite monter le dossier et le présenter ensuite aux maisons d'édition. Et en plus, il y a eu des sous avec qui m'ont permis de dégager du temps pour encore parfaire en fait, justement le travail que j'allais présenter aux éditeurs. Et les gens en fait voient souvent le résultat, mais rarement le parcours. Et le parcours, il est semé d'embûches. Il y a des temps de création qui sont pas très sexy à raconter en réalité. Voilà, donc on est seul, voilà, à peser le pour, le contre, à refaire une image, à douter, à douter, à transformer la mécanique du récit qu'on veut raconter. Voilà, on passe par des phases de doute absolu et de désespoir absolu aussi. Ouais. Alors bon, c'est des fois... ma femme me dit toujours arrête de faire ta drama queen, quoi. Drama king. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Moi, elle dit queen, hein, mais... Je me fais féminiser un grand coup, là. Mais Mais... En fait, je pense que le plus important, c'est de ne pas trop mettre de gravité dans la démarche et d'être toujours en phase avec ce qu'on veut obtenir. C'est ça qui est important. Moi, quand je veux faire un livre, je veux le faire absolument. C'est sans condition. Je le veux entièrement, complètement. Oui. Quand je veux faire un jeu vidéo, c'est la même chose. Et et c'est pas parce que quelqu'un va me dire non, ou parce que je vais pas avoir un financement, ou parce que je vais avoir quelqu'un va me savonner la planche que je ne le ferai pas. C'est juste voilà que c'est un peu. Faut être compliqué. Endurant de toute façon. Hein. C'est une course de fond. Voilà, c'est une course de fond. C'est une course de fond et il faut se faire confiance et il faut être en capacité j'ai envie de dire de composer avec soi-même, parce que moi j'ai peur. Hein. J'ai peur de pas réussir à faire ce jeu. J'ai peur de pas finir cet album. J'ai peur. Là, pour le jeu, on en parlait tout à l'heure. Je cherche 500 000 euros. J'en ai déjà investi, il y en a déjà 150 000 qui ont été investis. Bon, là, on a des rendez-vous avec des gros éditeurs, mais comment dire, il faut prouver beaucoup de choses avant que des gens soient en position de se dire tiens, je vais financer son délire. Je vais mettre de l'argent sur quelque chose qui n'existait pas avant. Je vais investir sur d'une personne que je ne connais pas. Et qui vient avec son délire et qui me demande de l'argent, et beaucoup d'argent. Alors, pour le livre, ça va, c'est pas des gros montants, mais sur le jeu vidéo ou sur le film, hein, tu disais tout à l'heure que les films c'était 3-4 millions d'euros. Voilà, pour le jeu vidéo, 500 000 euros, c'est pas un gros ticket, mais après il y a le marketing qui va coûter presque autant. Donc en fait, ça fait un jeu qui tout de suite peut dépasser le million d'euros en termes d'investissement. Et évidemment, avant que quelqu'un te donne sa confiance,
il faut montrer que tu es irréprochable sur tous les aspects fait, de ta création. Et que tu es solide et que tu ne vas pas laisser le projet... Et voilà, il ne peut pas y avoir de hasard. Alors évidemment, on peut se tromper sur des petites choses, mais il faut être solide, il faut être le spécialiste de ce qu'on raconte. Moi, personne ne peut me mettre à l'amende sur ce que je raconte. Je parle de mes créations, hein, c'est-à-dire si je fais une BD ou si je fais un jeu vidéo, je maîtrise mon sujet. J'essaye, en tout cas, l'objectif c'est de le maîtriser absolument. Mais pour autant, quand tu écris une histoire... Attends 30 secondes. Oui. Pardon. Ah oui, excuse-moi, oui. J'espère que ça part... Non, c'est bon. Je couperai ce passage-là. Donc tu dis que c'est très dur de te mettre à l'amende, c'est ça ? Je dis à l'amende, c'est une façon de parler. Disons que je suis spécialiste de mon sujet, et si quelqu'un veut faire le jeu de la contradiction, je lui dis bonne chance. Maintenant, alors c'est très prétentieux de dire ça, parce que en fait, quand je travaille avec un éditeur, il y a un échange. Il y a un échange sur lequel l'objectif est d'obtenir la meilleure création possible. Donc tu es ouvert au retour quand même. Évidemment. C'est-à-dire que moi, je travaille pour le projet ensuite. Évidemment, d'abord, il y a un travail introspectif, qu'est-ce que je veux faire, machin, comment, qui je suis, où je vais, etc. Mais après, une fois que le truc est effectif et qu'il y a quelqu'un qui est en capacité de le financer, l'objectif, c'est le projet. Après, je redeviens l'auteur. Une fois que le projet existe, il y a mon nom dessus, et évidemment, après, il faut le défendre. Mais dans cette phase de production, je travaille pour le projet, et encore plus pour le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est aussi un travail d'équipe. Donc là, il faut être en capacité de mettre son ego de côté. C'est une des conditions, je pense, pour arriver à produire de bons projets. En bande dessinée, j'ai eu l'occasion de travailler avec un ami, Max Perroz, pour une petite série de BD qui s'appelle Basile le peintre. Il n'y a eu que deux albums, mais on travaillait tous les deux pour la même chose, le meilleur récit possible, les meilleurs dessins, les meilleurs cadrages, les meilleures couleurs, la meilleure couverture. Donc c'est comme ça que je pense qu'on peut produire des œuvres en tout cas intéressantes et exigeantes. Voilà. Bon. Parce que c'est vrai que on va peut-être revenir à ton parcours, parce que tu as donc toi tu as plusieurs casquettes. Est-ce que le travail est le même au niveau de la BD qu'au jeu vidéo en termes d'auteur, en méthodologie créative? Le point de départ, oui. En fait, le point de départ, je pense oui, parce que ça commence dans les carnets de croquis. Ça commence dans les carnets de croquis, c'est une prise de notes, c'est des dessins. Voilà, on pose le pour, le contre, on éprouve en fait ses idées, et à la suite de ça, ensuite, on commence ensuite à fabriquer, j'ai envie de dire, le matériel qui va permettre soit pour le jeu vidéo de monter une équipe et de trouver des investisseurs, publics ou privés. Et pour la bande dessinée, ensuite, c'est un dossier. Alors, ensuite, c'est dans la production que ça change, dans la manière de produire. Pour la bande dessinée, c'est assez simple aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup plus simple que dans le jeu vidéo. Je fais mon projet, je l'envoie aux éditeurs et j'attends ma réponse. Une fois que c'est accepté, l'éditeur, par exemple, le premier livre que j'ai fait, l'éditeur, j'ai eu très peu d'échanges sur mon travail avec lui. Celui que j'ai aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que si je vais le voir, on peut avoir des échanges de plusieurs heures sur le contenu de mon travail. Je pense toujours à Camus et Gallimard, qui étaient très amis. L'étranger de Camus n'aurait jamais été l'étranger si Gallimard n'avait pas demandé à Camus d'écrire des chapitres, de réécrire des chapitres. Donc, le point commun, c'est qu'il peut y avoir un travail d'équipe pour les deux aspects, c'est-à-dire bande dessinée, jeux vidéo. Il y a un travail d'équipe. Mais après, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de métiers qui interviennent. Il y a le son, il y a l'animation, il y a le code, il y a le codeur qui va créer des tools, donc des outils spécifiques dont on pourra avoir besoin pour produire le jeu. Voilà. Il y a ensuite, il faut trouver des financeurs. Donc ça va être l'État, ça va être des éditeurs. Et il faut trouver des réseaux de diffusion. On parle des plateformes. Le livre, c'est le livre. Alors il peut être dématérialisé, mais je veux dire, le jeu vidéo, entre les consoles, les téléphones,
les Steam, tout ce qui est PC, Mac, etc. Ça fait beaucoup de supports sur lesquels le jeu peut exister. Et après, avec des modèles économiques qui varient énormément. Et comme c'est dématérialisé, c'est vendu dans le monde entier. La bande dessinée, quand moi je fais une bande dessinée, elle va commencer, elle va investir l'espace francophone et peut-être l'espace international après, ou d'abord européen et ensuite international, si c'est un succès ou s'il y a des prix, etc. Pour le jeu vidéo, si je mets mon jeu vidéo sur Steam, il peut se vendre partout dans le monde. Donc c'est là où il y a de grandes différences. Et le jeu vidéo, c'est quelque chose quand même de très coûteux. Un livre, aujourd'hui, c'est... si l'auteur a 15-20 000 euros pour le faire, il y a encore à peu près 15-20 000 euros pour la fab, la mise en place du livre, tout ce qui est promotionnel, etc. On va dire, un livre, ça coûte 40 000 balles. Un jeu, un petit jeu, le premier jeu que j'ai fait, il a coûté 120 000 euros. Et on l'a fait dans des conditions extrêmement mauvaises. Donc... c'est là où il y a des différences majeures, j'ai envie de dire, entre les deux. Parce qu'il y en a un, il y a des dépenses, et on ne sait pas trop où ça peut nous emmener dans les dépenses, le jeu vidéo. Et le livre, où les choses sont quand même relativement cadrées. Ouais, c'est un modèle qui est déjà bien éprouvé. Et bon, faut pas oublier, le jeu vidéo, c'est encore un art. Alors je dis un art parce que je considère le jeu vidéo comme une forme artistique. Alors on dit que c'est le 10e art, voilà. Donc le 9e c'est la bande dessinée. Mais je considère ça comme une forme artistique. Mais c'est vrai que c'est une forme artistique qui peut être très 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 coûteuse, quoi. Voilà. Bon. Je sais pas si j'ai répondu. Si, voilà. tu as complètement répondu. Ouais. Donc bande dessinée, jeux vidéo. Comment se passe une de tes journées type pour justement faire conjuguer ces deux disciplines? Comment ça se passe une journée dans la vie de Laurent Siffert? Alors, j'ai des journées qui ne se ressemblent pas dans la semaine. Alors, pendant longtemps, je vais le dire, pendant longtemps, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Et beaucoup trop. J'ai fait une sorte de... Alors, mon médecin m'a dit que j'avais fait un burning. C'est une sorte de pré-burnout. Cet été, et ça m'a bien mis sur les genoux, et ça a été terrible parce que je me suis dit, c'est les trucs que j'aime faire qui ont produit cet état de santé. Donc aujourd'hui, je travaille 5 jours dans la semaine, plus 7, et j'ai 3 jours qui se passent à l'entreprise, là où on a l'école et le studio de jeux vidéo, parce que c'est important que déjà qu'on se voit, mon associé et moi, parce que il faut le cadre de l'entreprise pour faire le jeu vidéo et pour faire une école de bande dessinée illustration qui s'appelle l'Iconographe, hein, je précise parce que donc le lundi, le mardi je suis à l'école et le jeudi, voilà. Le mardi et le jeudi je donne des cours, mais uniquement l'après-midi. Le lundi, je m'occupe du jeu vidéo, essentiellement du jeu vidéo. Le mardi matin, c'est plus tout ce qui est la com de l'école. Mm-hmm. Donc ça peut être des affiches, ça peut être des plaquettes, ça peut être aussi le bien-être de nos étudiants et de nos intervenants. Et je vais voir aussi ce qui se passe du côté du jeu vidéo. L'après-midi, je donne mon cours. Je finis ma journée ensuite avec le jeu vidéo. Le mercredi, je suis à la maison, c'est que jeux vidéo. Donc là, je produis mes sprites. J'ai les mains dans le moteur. Ah oui, t'es quand même très organisé. Oui, j'étais obligé. Hein, obligé. Le jeudi matin, c'est... je regarde ce qui se passe de nouveau sur le jeu vidéo. Je regarde un peu ce qui se passe dans l'école. J'ai un cours l'après-midi, c'est des cours de 3 heures, hein, donc ça va. Et le vendredi, en fait, je m'occupe essentiellement de la bande dessinée. Voilà. Je m'octroie la possibilité de dessiner une demi-heure, 1 heure le soir pour la bande dessinée ou pour le jeu vidéo. Et le lundi, en fait, c'est surtout où je parle business aussi avec mon associé. C'est-à-dire que pour les financements, on a une école, où on sélectionne quand même les gens qui rentrent dans notre école. Mais il faut remplir l'école aussi parce que voilà, c'est aussi
c'est un beau projet hein, de faire des autrices, des auteurs, d'essayer de répondre aux rêves de jeunes gens, mais il y a aussi un business derrière parce qu'il faut pouvoir les accueillir, il faut des belles salles de cours, voilà. Donc voilà à peu près ma vie dans une semaine. Mais je trouve ça incroyable parce que, pardon, je te coupe, mais moi, je n'arrive pas à me cadrer. En fait, je m'explique. J'ai une espèce d'angoisse par rapport au cadrage. Si je me dis, par exemple, le mardi matin, il est dédié au court-métrage sur lequel je travaille en ce moment, et ben pour moi, c'est la meilleure manière de tuer un peu, en tout cas dans ma manière de fonctionner, de tuer la créativité. C'est-à-dire que le mardi matin... Ah ouais, le mardi matin, je sais que j'ai 3 heures pour bosser sur mon film. J'ai aucune idée qui vient. Je suis bloqué. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais me perdre sur YouTube, je vais me perdre sur Netflix, je vais recommencer à lire un bouquin où j'ai un besoin impérieux de faire ma vaisselle. Et pour moi, c'est très très compliqué. Moi, je sais que je suis très très chaotique à ce niveau-là. Alors toi, est-ce que c'est venu avec le temps ? Est-ce que tu étais comme ça aussi ou... Alors je te rassure, moi c'était très chaotique longtemps et ça l'est encore de temps en temps. Évidemment, on n'est pas des machines et c'est pas tiens à cette heure-ci, hop, je vais faire une création, etc. Là aujourd'hui, je peux dire ça. Pourquoi ? Parce que je suis dans les projets. Ils sont en train de se faire. Donc si tu veux, à un moment, quand je dis là, tu vois, ce matin on fait ce podcast ensemble, mais cet après-midi, je vais travailler sur une page de BD, c'est la page 34. Donc voilà, je vais faire la page 34 de mon livre, et je sais ce que j'ai à faire dessus. Il n'y a pas de... Je serai pas dans une situation, je vais dire qu'est-ce que je vais devoir raconter là, qu'est-ce que je vais devoir dessiner, etc. C'est tout à fait différent. Okay, d'accord. Là pour le coup c'est de l'exécution. C'est de l'exécution, c'est faire de belles couleurs, faire en sorte que les images soient bien narratives, etc. Donc c'est un peu différent. Par contre, c'est vrai que quand les projets sont en gestation, là c'est un autre bordel. Pourquoi ? Parce que il faut se mobiliser, il faut mobiliser une énergie pour la mettre au profit de quelque chose qui n'est pas défini. Et c'est assez, finalement, c'est assez contre nature d'une certaine manière, quoi. Donc du coup, je comprends ce que tu dis. On a envie de s'échapper, on a envie de faire autre chose, quoi. Mais moi, j'arrive à un âge, là, je vais avoir 53 ans. Et je suis à un moment de ma vie où maintenant j'ai envie de dire il faut que je tape dedans, quoi, si je veux réaliser des rêves, parce que je réalise des rêves en réalité, hein. J'ai parlé d'argent avant et de la mécanique, de comment tout ça s'organise, etc. Mais le point de départ de tout ça, c'est des rêves d'enfant, c'est l'envie de fabriquer quelque chose, comme quand on était gosse avec des Lego, on fabrique un château, on est hyper content, quoi. C'est donc voilà. Donc aujourd'hui, je m'oblige à une certaine discipline et qui n'est pas négociable quant à la réalisation de ces projets-là. Elle me permet d'arriver à les faire. Et je suis d'accord avec toi, c'est très dur de s'autodiscipliner. Quand j'ai fait ma première BD, j'ai commencé, je me levais à 9h le matin, je terminais mes journées à 19h. J'ai terminé mon album, je me levais à 14h30 et je me couchais, il était 8h du matin. Et donc je m'étais complètement décalé, c'était une catastrophe, etc. Et ça a été le chaos jusqu'à jusqu'à peut-être mes 40 ans, quoi. Je tirais dans tous les sens, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'entreprise, c'est le fait d'être associé dans une entreprise. Là, on va en avoir une deuxième, hein, puisque on est en train de faire une deuxième entreprise avec le studio de jeux vidéo. Qui a des enjeux financiers très concrets. Oui, quoi. et l'entreprise, c'est un cadre. Alors, j'aime pas du tout l'esprit d'entreprise, ça me fait chier. J'aime pas l'idée d'être le patron, etc. Je suis plutôt d'ailleurs dans une forme d'horizontalité dans mon management. Mais enfin, si on peut parler de management. Mais l'entreprise, pour moi, c'est un cadre qui me permet en fait de rester sur des horaires et d'être carré sur ce que je dois faire. Voilà. Ok. C'est ça le truc. Il faut créer des entreprises, il faut créer des boîtes. Bah oui, les gars, mettez-vous à créer des boîtes. Allez-y.
Il nous reste 3 questions. Une question que j'aime bien poser, c'est quelle est la plus grande idée reçue sur ton métier qui te fait lever les yeux au ciel ? Je pense que c'est facile pour lui. Ok. Fais-moi un dessin, c'est facile pour toi. D'accord. Moi, faire un dessin, oui, alors pour une dédicace, ça va, tu vois. Mais tu me demandes quelque chose, je sais pas moi, un personnage qui est en train de filmer une actrice, ça va être une galère à dessiner quand même. J'y arriverai, il n'y a pas de problème, je le ferai super bien, mais ça va me prendre un temps fou. Et c'est pas parce que on voit le résultat de mes dessins que pour y arriver, parce que je le fais régulièrement, c'est facile. Je pense que quand on est... c'est toujours... Ça demande ça demande de s'impliquer, de se mobiliser complètement pour arriver à produire quelque chose d'intéressant. Donc c'est jamais facile. Et je pense que les gens, ils disent « Ah, mais ça lui plaît, alors c'est facile à faire. Par contre, on dira jamais ça d'un avocat. « Ah, ça lui plaît de plaider, c'est facile. C'est d'une certaine manière aussi discréditer une valeur. Ça discrédite la valeur de ton travail d'une certaine manière, indirectement, puisque c'est facile. Puisque ça ne demande pas d'effort. Alors, je t'avoue, ça n'arrive pas souvent, mais quand on me le dit, effectivement, ça peut me faire lever les yeux. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien attaquer ce podcast avec la première question, c'est pourquoi tu n'as pas choisi de faire un vrai métier. Oui, voilà. Là, mon dernière question, et pas des moindres, c'est quel est ton rapport avec ce qui est en train de chambouler nos métiers actuels, c'est-à-dire l'apparition progressive de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vaste sujet, très complexe. Alors, il se trouve que j'ai essayé de lire un livre qui s'appelle IA, qui parle de ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a 2 écoles, de ce que j'ai lu. Il y a la première école qui essaie de reproduire le cerveau humain, et la deuxième école qui dit on n'a pas mis des plumes d'oiseaux pour faire voler les avions, on a dû inventer le réacteur, l'hélice, ou l'hélice. Et donc, alors, dans ce livre, alors les choses ont dû changer parce que tout change très vite, mais en tout cas, voilà, ce livre qui date de, je crois, 2016-2017, en fait, c'est ce qu'il expliquait. Et qu'on n'en était absolument pas du tout à créer de l'intelligence. Aujourd'hui, ce qui se passe avec des chats GPT, ou des Claude, ou des choses comme ça, des mid-journées, c'est que, en fait, on est dans ce qu'on appelle le deep learning. Alors, le deep learning, c'est quoi ? C'est, il y a une puissance de calcul qui permet en fait de récupérer de la data. Et évidemment, alors c'est pas aussi simple que ça. Il y a des ingénieurs derrière qui fabriquent en fait des cerveaux, mais qui ont des millions de dimensions en réalité. Alors, je peux en parler parce que j'ai des potes ingénieurs qui m'ont expliqué un peu le truc, et qui permet en fait à ces cerveaux-là d'avoir des nuances dans les réponses. Mais ce sont des cerveaux qui apprennent aussi par les gens qui l'utilisent. Alors, moi, ce qui me questionne déjà pour moi, c'est pas de l'intelligence. Ça commence par ça. Ce n'est pas de l'intelligence. On n'y est pas encore. On y arrivera sûrement, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ensuite, par rapport à nos métiers, moi, je m'en sers. Alors, je me sers pour l'instant essentiellement de ChatGPT, mais surtout pour mes cours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'outil. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, nous, en tant que créatifs, artistes, auteurs ? Qu'est-ce que ça nous permet ? En quoi ça peut faciliter notre discipline ? Qu'est-ce que ça... Et quel impact ça peut avoir sur nos créations personnelles ? Là où ça m'emmerde plus, effectivement, c'est par rapport aux droits d'auteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien tape quelques noms, va fabriquer une image, va fabriquer de la musique, va fabriquer un roman et va essayer de le commercialiser sans avoir aucune formation sur le champ artistique. Alors bon, je m'égare un peu là par rapport à ce que je suis en train de raconter. Mais en gros, aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal à comprendre ce qui motive ces projets-là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'y vois une sorte de Google V2
qui facilite beaucoup les choses dans plein de trucs. Par exemple, moi en ce moment, j'essaie d'apprendre l'anglais avec ChatGPT. Je parle avec ChatGPT sur mon téléphone, j'essaie de parler en anglais avec. Je trouve ça super Donc c'est une cool. sorte de bon pote pour toi. Ouais, voilà, je trouve ça super cool. Après, j'ai déjà demandé de générer des images avec Midjourney. J'étais pas super convaincu par les images. Souvent, j'arrive à voir quand ce sont des images qui ont été générées par IA. Pas tout le temps, mais ouais, ça se voit. Ça se sent, ouais. ça se voit. Il y en a certaines que je trouve magnifiques. Je le dis clairement. Maintenant, tu vois, j'ai demandé l'autre jour alors sur ChatGPT, il y a tu peux, c'est Dali, je crois, pour les images. J'ai dit fais-moi des images façon Laurent Siffert. Alors bon, c'est un peu présomptueux, enfin c'est un peu prétentieux, mais je me dis vas-y fais-moi des images façon Laurent Siffert, je veux voir. Et en fait il me dit non, j'ai pas le droit. Il y a le droit d'auteur. Okay. Donc j'ai trouvé ça étonnant. Alors bon, je sais pas si c'est spécifique à la France ou si c'est spécifique oui, parce que je crois qu'il y a une législation européenne qui s'appelle l'IA Act, il me semble. D'accord. Je sais pas si c'est déjà enclenché, si c'est bon, déjà mis en place, du coup, je me suis dit bon, c'est pas trop mal. Après, moi, j'ai un problème parce qu'on nous vend ça comme de l'intelligence et je suis désolé, mais moi, je ne trouve pas que c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est soumis à plein de choses. On donnait des exemples tout à l'heure. Enfin, on a donné un certain nombre d'exemples sur des artistes qui avaient eu certains mots, mais qui avaient eu une incidence en fait sur leur forme artistique, sur leur pratique artistique. Une IA, ça reste quand même, enfin, bon, je dis IA, mais ça reste quand même un processus informatique dont les lignes de code qui sont utilisées pour faire ça, c'est celles qu'on connaissait déjà dans les années 60-70. Enfin, c'est Dixit, les potes ingénieurs en informatique qui m'ont expliqué ça. Alors, bon, moi, ce qui m'emmerde, c'est ça. Ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est autre chose. Pour l'instant, je ne vois pas de correspondance avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, elle est pour moi, elle est soumise à plein de choses. Nous sommes des êtres sociaux. Si nous ne sommes pas éduqués, si nous n'avons pas d'amour, on meurt. Ou alors, on a vu des enfants qui n'ont pas d'amour, ça devient ils deviennent trisomiques, ils deviennent. Je vois pas le rapport entre nous et la machine. Voilà. Donc je ne vois pas en quoi, pour l'instant, elle peut nous remplacer. Et surtout, je trouve que moi, je sais pas si je crois que ça va pas m'intéresser de lire une production artistique d'une IA. De lire ou de voir. Alors si, peut-être la première fois, la deuxième fois, mais moi ce qui m'intéresse c'est le parcours des personnes. Mais tu vois, ça me rappelle il y a 10 ans déjà, je pense que tu dois t'en souvenir, il y avait des générateurs d'histoire dans les gares. Ouais. Donc c'était déjà, oui. Bon, d'accord. C'était déjà assez... à la gare de Strasbourg, il y en a une. Ouais, d'accord. Mais effectivement, en fait, c'est des outils, c'est ce qu'on appelle des LLM, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les industries, en tout cas, moi, c'est ce que je constate par rapport à certains clients, c'est qu'il y a une espèce d'illusion de maîtrise de la compétence, et ils se disent, on va pouvoir se passer de certains auteurs, certains prestataires, certaines choses. Et c'est quand même relativement catastrophique là. Oui, et on en est qu'au début. Ouais, on est qu'au début. Je sais pas comment ça va se passer, mais je comprends pas le projet des gens qui sont derrière ces trucs-là. Je sais pas ce qu'ils veulent atteindre comme objectif, comme but. Si c'est le grand remplacement, moi je suis contre. Les GAFAM m'agacent de plus en plus. Enfin, ils m'agacent déjà depuis longtemps, mais je trouve que ce sont des personnes qui ont un point de vue très binaire sur le monde. Et qui ne s'entourent pas assez. Il devrait y avoir des sociologues, des ethnologues, des philosophes. Je veux dire, tout ça devrait être beaucoup plus encadré. Des psychologues pour voir l'impact cognitif qu'aura ces technologies. Je trouve qu'aujourd'hui, ces gens sont en roue libre et décident. C'est quelques personnes qui veulent décider de notre destin. Et avec un projet qui n'est absolument pas clair. On ne sait pas où on va avec ce truc-là. Et puis il ne faut pas oublier un truc, c'est que nous, on a vu Terminator. On voit comment ça se termine, en fait. On voit comment ça se termine. D'accord, donc on n'a pas envie de... Mais c'est vrai que, on n'a pas envie d'être des Sarah Connor, quoi. Je sais pas... mais en tout cas, aujourd'hui, en tout cas... Juste pour parler spécifiquement d'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qui sont à retenir. La première, c'est que ça reste un outil... Je trouve que ChatGPT, c'est un outil formidable, sans déconner.
Midjourney aussi, je trouve que c'est des outils qui sont intéressants. Mais ils sont intéressants... Tu vas pas te faire des potes, là. Au conditionnel. Non, mais je veux dire, ils sont intéressants au conditionnel. C'est-à-dire qu'ils sont intéressants à la condition que, d'une part, tu saches les utiliser et que derrière, tu aies un bagage de connaissances liées au domaine dans lequel tu travailles, tu œuvres, ou en tout cas un domaine... Enfin, ces outils, tu les utilises par rapport moi, je les utilise par rapport au domaine que je maîtrise. Donc, je sais orienter la question. Quand je lui demande de me sortir des cours sur le cadrage, je les modifie. Quand je lui demande de m'écrire un texte sur l'idée d'un pitch, je le modifie. Quand je demande à Midjourney de me sortir des images pour avoir des idées de cadrage dans mon jeu vidéo, je veux dire, c'est juste des idées. Je peux pas exploiter ce truc en l'état. Oui. C'est impossible. Et je peux mesurer la qualité de la réponse. Pourquoi ? Parce que j'ai la connaissance derrière de mon métier, j'ai de la culture, j'ai un savoir. Donc, si je ne maîtrisais pas ce que je fais et que j'utilisais ces outils-là, ça serait éventuellement du jeu. Maintenant, évidemment, s'il y a quelqu'un qui commence à fabriquer des choses à partir de ça et qui nous les renvoie, c'est vrai que ça peut devenir un problème. Maintenant, on est quand même aujourd'hui dans un monde où on travaille beaucoup avec les idées. Donc ces outils-là qui ont été créés, c'est quand même un moyen de travailler sur les idées sans se poser la question de la fabrication, parce qu'il y a quelque chose qui peut le prendre derrière. Mais comment dire, je défends pas les IA, je m'interroge en tout cas sur les motivations des gens qui sont derrière ces trucs-là. Et aujourd'hui, là où on en est actuellement précisément, aujourd'hui, et ça changera sûrement l'année prochaine, j'y vois des outils intéressants en tout cas pour travailler. Je les utilise pas beaucoup dans l'absolu. Mais bon. Allez, dernière question avant de terminer notre entretien. Là, j'aimerais te laisser juste un petit champ libre sur quels conseils tu pourrais donner à des jeunes gens. Voilà, je te laisse un peu libre. Déjà, j'aimerais te remercier de m'avoir donné la parole, parce que j'ai toujours on a toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai pas eu de grands succès dans mon travail. J'ai eu des succès d'estime. J'ai eu des gens qui m'ont fait confiance. Mais voilà, le fait de pouvoir répondre à ces questions et peut-être apporter des réponses à des gens qui s'interrogent sur un métier d'artiste, créatif, d'auteur. Si ça peut les aider, je suis content d'avoir pu participer à ce podcast. Après, voilà. Autrement, en termes de conseils, c'est toujours compliqué de conseiller les gens. Je pense que les gens, de toute façon, peu importe qu'on leur donne des conseils ou pas, ils feront ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Donc, c'est compliqué de faire des généralités. Je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est écoutez d'abord vos propres désirs. On a tous une petite voix en soi qui nous dit ne va pas là, tu vas te brûler la main. Ça me plaît beaucoup, j'aimerais beaucoup le faire. Tiens, mais pourquoi ils veulent pas que je le fasse ? Donc, il faut s'écouter soi-même, bien s'entourer, et après s'interroger sur les moyens qui vont nous permettre d'arriver à faire ce qu'on souhaite, tout simplement. Ça peut être par une école. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu partout sur le net. Moi, j'aurais adoré avoir tous ces outils jeunes. Oui, moi aussi. Il ne faut pas hésiter à aller voir des artistes, des auteurs. Vous aimez le cinéma ? Essayez démerdez-vous pour essayer de rencontrer des réalisateurs à des avant-premières, à des festivals. Voilà, vous aimez la bande dessinée ? Pareil, allez chez les libraires, rencontrer des auteurs qui dédicacent, aller dans les salons du livre. Voilà, il faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens qui pratiquent la discipline qui vous intéresse, la discipline artistique qui vous intéresse. Pourquoi ? Parce que l'échange, il est... Alors,
J'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences quand j'ai fait ça, mais souvent les gens se prêtent facilement au jeu et donnent de bons petits trucs pour y arriver. Donc voilà. Après, voilà, bon, les écoles, il y a beaucoup aujourd'hui d'écoles qui font de la formation. Essayez de vérifier si vous payez une école, le réseau professionnel qu'a l'école. Si vous allez dans une école de bande dessinée, par exemple l'iconographe, hein, je parle de ce que je connais, hein, mais l'iconographe, voilà, autopromotion, mais l'iconographe, nous on travaille avec on connaît les grandes maisons d'édition, on est à Angoulême, voilà, on est présent là. Si vous allez dans une école de jeux vidéo et que votre école de jeux vidéo elle n'est pas dans un grand event de jeux vidéo, vous pouvez vous interroger sur la pertinence de cette école. Voilà, donc si vous allez dans une école, les relais professionnels c'est important, les intervenants sont importants aussi. Voilà. Après, l'école c'est pas un passage obligatoire. C'est mieux parce que c'est un moyen d'aller plus vite, mais c'est pas un passage obligatoire. Moi, je pense que faut pas hésiter lorsqu'on va vers des métiers créatifs, artistiques, de prendre le temps. C'est pas une course. Si vous avez besoin de vous éparpiller pendant des années, faites-le. Vous voyez, moi par exemple j'ai travaillé dans un cinéma d'art et essai, j'ai donné des petits cours dans les quartiers, j'ai travaillé sur l'été, j'ai travaillé sur des chantiers, j'ai essayé plein de choses. Il y en a, ils vont partir en voyage, etc. Mais le jour où quand j'ai commencé à vraiment travailler dans la création, j'avais 28 ans, 28-29, où j'ai vraiment pu en vivre, mais je pense que j'avais déjà un peu d'expérience de vie, j'avais pu essayer plein de choses déjà, et finalement je regrette pas d'être arrivé un peu plus tard que certains dans le monde du travail, en tout cas dans le champ artistique. Voilà, mais le plus important c'est écouter ses désirs et sa propre temporalité. Il y a des gens, ils auront besoin de commencer tout de suite à 20 ans, 21 ans, tant mieux. Voilà. Et pour ceux qui commenceront, voilà, et ceux qui commenceront à 35, à 40, c'est pas grave. L'important c'est que ça arrive. Moi je me suis toujours dit ça, je me suis toujours dit que j'y arriverai. Je sais pas quand, mais j'y arriverai. Et on se met dans une prédisposition, j'ai envie de dire mentale, plus positive que mince là ça a pas marché, ça remet en question mon truc, purée là de nouveau j'ai loupé une marche, ça marchera pas, ou tiens cette école a pas voulu de moi, ou j'ai loupé ce concours, etc. C'est non, il faut simplement se dire je vais tout mettre en œuvre pour y arriver, et si peu importe quand ça arrivera, mais ça arrivera. Voilà. Je terminerai par ça. Super. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi Flo. Layers, le podcast des gens qui créent.